L'utilisation des dérivés sulfonyles constitue une autre façon d'augmenter le caractère nucléofuge d'un alcool. Donc le principal réactif est le chlorure de tosyle, donc c'est cette molécule-ci. Donc le chlorure de tosyle, chlorure à cause du chlore ici, et le groupe tosyle, donc c'est tout ce groupe-là sous l'accolade. Donc le chlorure de tosyle, noté donc TSCl pour simplifier, ajouté à un alcool, permet d'obtenir ROTS, donc ça c'est le groupe sulfonyle. Et donc là on a un bon groupe partant, puisque justement face à l'attaque d'un nucléophile, donc on va pouvoir substituer justement ce nucléophile au groupe tosylate, et le groupe tosylate est un bon groupe partant puisque justement il est stabilisé par plusieurs formes mésomères. Et donc c'est un groupe qui part facilement au même titre donc que les dérivés halogénés. Alors pour faire cette synthèse-là du dérivé tosylate, on fait ça généralement en présence de pyridine. La pyridine c'est une base aromatique qui a donc l'avantage de pouvoir capter HCl plutôt que de le laisser se dégazer hors de la solution. Voilà. Donc ça c'est une autre façon d'activer le caractère nucléofuge des alcools. Pour les sulfonyles, juste pour finir, on peut à la place donc du groupe toluène ici, on peut prendre un méthyle ou un CF3, et ce qui fait donc le chlorure de mésyle ou le chlorure de triflyle, voilà, triflate. Donc en conclusion, ce qu'on a fait là dans cette dernière partie, donc activation du caractère nucléofuge, c'est finalement transformer un alcool en RY, où Y est soit un halogène X, soit le groupe tosylate. Et donc là, ça fera partie donc des stratégies de synthèse, de se dire que si on veut substituer ce groupe-là, on est obligé de passer d'abord par le dérivé halogéné ou le dérivé sulfonyle. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir pour d'éventuelles synthèses à venir. La partie suivante s'intéresse à étudier donc des nucléophiles un peu plus intéressants que ceux qu'on a vus précédemment, puisqu'on va étudier des nucléophiles de type carbanion. Et donc si on fait réagir évidemment un carbanion sur un carbone électrophile, on peut créer une liaison carbone-carbone. L'idée en fait de base, c'est en gros d'avoir un carbone delta plus et un carbone moins, et donc de pouvoir créer comme ça une liaison CC, qui est quand même le but de la synthèse en chimie organique. Donc on parle un peu à la découverte de la façon de créer donc ces carbanions. Donc on a déjà rencontré notamment justement avec ce qu'on appelait le H en alpha d'un groupe attracteur mésomère. Donc si on prend l'acétone ou la propanone, on voit que le H en alpha est acide, puisqu'on peut faire apparaître donc la stabilisation de la base conjuguée par effet -M du groupe carbonyle voisin. Donc cette petite phrase là et l'écriture des deux formes mésomères est vraiment le point clé pour justifier donc le fait que on puisse passer à l'aide d'une base pas forcément trop folklorique, on puisse passer donc au carbanion et donc à un nucléophile justement intéressant. Alors il y a d'autres exemples avec des pK encore plus bas, puisque ce proton là en alpha d'un carbonyle a un pK de 20, s'il est en alpha de 2 carbonyles comme ici, de 2 carbonyles voisins, on va descendre à un pK de 9 et on peut le justifier avec deux formules mésomères. Voilà, donc d'autres exemples, le H en alpha d'un groupe CN, d'un groupe cyanure, on peut l'enlever, on découvre donc le carbanion et on peut déplacer par mésomérie le doublet non liant pour faire apparaître donc la stabilisation de la base conjuguée. Alors évidemment, s'il est en alpha de 2 cyano, ça descend encore plus. Donc là, je dessine directement le carbanion et donc les formules mésomères. Donc une de ce côté-là. Et une de l'autre. Je vous laisse dessiner la dernière, pardon. Voilà.
Donc le nitrométhane on l'a déjà aussi fait, hein, et là on a directement un pK en dessous de 14 hein, à cause de l'effet mésomère et inductif attracteur assez prononcé du groupe nitro. Donc ça c'est quelque chose qui généralise, hein, tous les H en alpha d'un groupe attracteur mésomère présentent une base stabilisée par conjugaison et donc un caractère relativement acide du proton en question. Alors les différentes bases qui permettent donc d'arracher ces protons, ben, évidemment on va les utiliser selon le pK du proton. On ne va pas utiliser la même base pour arracher un H qui a un pK de 10 que celui qui a un pK de 25. Alors les bases à connaître sont les suivantes. L'hydrure de sodium, on l'a déjà rencontré pour passer aux alcoolates, pareil que l'amidure, LDA, mon chouchou. Évidemment, on peut utiliser, pour ceux des protons qui ont des pK en dessous de 14, on peut utiliser la soude simplement, ou l'éthanolate de sodium. Tout ça, ce sont des bases qui sont commerciales. Hein. Voilà, à connaître. Hein. En tout cas, pas être surpris si on dit que dans la solution, on utilise du tertiolbutanate de potassium. Voilà, ça c'est clairement une base, puisque comme nucléophile, c'est vraiment nul à cause de tout l'encombrement. Pareil pour LDA. D'accord, LDA. On a une base très très encombrée, et donc absolument pas nucléophile. Voilà, donc ça c'est un signe qu'on veut utiliser ce réactif comme base. Alors qu'on peut avoir plus de doutes avec NH2, NH2- pouvant être nucléophile. Voilà, donc si on a réussi à créer donc ce carbanion, on peut l'utiliser pour faire une substitution nucléophile. Donc c'est l'exemple de la réaction suivante. Hein. On parle alors de C-alkylation. Le mécanisme est très simple, on arrache justement le proton en alpha d'un groupe attracteur, hein. On justifie la stabilité de la base par les deux formes mésomères, et on se sert uniquement, alors là attention, hein, j'insiste, uniquement du C-. Le O- est aussi nucléophile, mais en fait, dans les solvants utilisés et avec les contrions, etc., il se trouve qu'il n'est absolument pas efficace et que c'est vraiment cette formule-là qu'il faut utiliser, d'accord, pour justifier la SN. Et donc, une fois qu'on a le carbanion, on fait la SN 2 ici, puisque j'ai pris un exemple d'iodylméthyle, donc d'iodylméthyle, donc un substrat très peu encombré, hein, et qui donnerait de toute façon pas un carbocation suffisamment stable, fait un SN1. Et donc on obtient un allongement de chaîne. Alors évidemment c'est un exemple très simple, mais qui montre tout l'intérêt de ce type de réaction. Alors il y a quand même des petits soucis, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que si on prend donc un équivalent d'éthanol, et qu'on fait cette réaction là en mettant tout ensemble, le problème qu'on peut avoir, c'est que l'éthanol c'est cette molécule-ci, pardon, et donc elle a bien sûr le H en alpha qui se fait arracher donc par LDA en réaction acide-base, et donc on récupère le carbanion et on le fait réagir sur le méthyle. Donc on refait la SN, hein, exactement ce qu'on a vu juste au-dessus, et donc on obtient un allongement de chaîne carbonée. Sauf que si tout ça est fait de façon pas très propre, hein, tout en même temps sans trop réfléchir, et en fait LDA, en même temps qu'il est vis-à-vis de ce proton, il est aussi vis-à-vis de celui-ci. Qui est toujours là, puisqu'il y en a 3 à la base, et donc on peut continuer via une réaction acide-base à arracher également ce proton-là, c'est-à-dire celui du produit, non plus du réactif, hein, et continuer avec une nouvelle SN, toujours SN2, hein, sur l'iodure de méthyle, et donc continuer à faire des ce qu'on appelle des polysubstitutions, qui peuvent être évidemment conduire à des produits indésirables en C4, d'accord, et évidemment il peut rester du réactif qui n'aurait pas réagi, d'où des produits en C2, C3 et C4. Un autre problème assez subtil est celui de la régiosélectivité. Les exemples que j'ai présentés jusqu'à présent présentaient une certaine symétrie, en tout cas il n'y avait pas de doute sur quel était le proton qu'il fallait arracher. Là, je prends une cétone dissymétrique, c'est-à-dire qu'évidemment, si on arrache ce H là, on n'aura pas le même produit que si on arrache celui-là. Et donc selon les conditions, on peut obtenir
un produit ou l'autre. Donc un carbanion, alors là j'ai marqué la forme énolate, hein, mais évidemment on a la forme carbanion qu'on peut écrire directement à côté, hein, comme ceci, ou pareil de l'autre côté. Je vous laisse l'écrire. Et donc la question c'est quel est le carbonyle, quel est le carbanion qu'on va plutôt former, et donc qui réagira plutôt dans la suite par addition, donc notamment d'iodure de méthyle par exemple. Alors, en fait, ça dépend des conditions expérimentales. Soit on travaille à 25 degrés avec une base finalement pas très forte par rapport au pK annoncé, hein, puisqu'on a un pK ici sur le H en alpha ici ou là autour de 20, et donc alors que l'éthanolate là a plutôt un pK autour de 16. Voilà, donc ça, je vais arriver à l'écrire, autour de 16, et donc ça, ça peut poser des problèmes, c'est-à-dire que la réaction n'est pas totale, et donc elle est équilibrée. Si elle est équilibrée, qu'en plus on est à une température relativement élevée, on est sous contrôle thermodynamique. Et sous contrôle thermodynamique, on obtient l'intermédiaire, d'accord, le produit intermédiaire le plus stable. Alors le plus stable, c'est celui, comme on obtient un alcène ici, qui a l'alcène le plus substitué. D'accord, ça c'est la règle de Zaïtsev qu'on a vu lors de la formation des alcènes. Qu'on verra, pardon. Là, j'ai fait une coquille, ouais. Le cours, je vous justifierai que, en fait, on obtient majoritairement l'alcène le plus substitué, c'est-à-dire qu'entre un alcène à 4 pattes ou un alcène à moins de pattes, 2 ou 3, on obtient majoritairement celui qui a le plus de groupes alkyles, hein, c'est-à-dire évidemment autres que des H en substituant. Bon, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, la réponse est là, c'est que le produit le plus stable, c'est le produit le plus substitué, donc sous contrôle thermodynamique, on obtient majoritairement celui-là, alors qu'à l'inverse, quand on travaille à moins 70 degrés, avec une base très forte, on a une réaction totale, puisque là on a un pK pour LDA qui est supérieur bien sûr à 20, et donc on obtient majoritairement le produit cinétique, c'est-à-dire celui qui est le plus facile à obtenir. Et quand vous avez le choix pour une base entre aller chercher un proton ici, où il y a déjà un méthyle et qui est coincé là entre le méthyle et l'oxygène, ou ici, on va plutôt arracher celui-là qui est plus facile, et donc on obtiendra majoritairement cet intermédiaire-là, et donc in fine ce produit-là sous contrôle cinétique. Voilà. Donc pour finir ce chapitre, une dernière partie qui est l'ouverture des époxydes. L'ouverture des époxydes, on l'a déjà vu, et je ne vous avais pas justifié que, en tout cas, que c'était une SN2. Enfin, je vous l'avais dit, mais pas justifié. Donc si on a un diol, on part d'un alcène, hein, et on passe au diol, on a vu que on passait d'abord par l'époxyde. Donc l'époxyde avec MCPBA par exemple. Et ensuite, on faisait l'hydrolyse en milieu basique, en deuxième étape. On faisait l'hydrolyse en milieu basique, et donc il venait par derrière, et donc il se fixait en anti, donc de l'autre côté, donc en anti, et donc expulsé ici. Et donc là, on a justement une SN2, c'est-à-dire que cet oxygène-là vient basculer là, et celui du OH vient ici. D'accord ? Voilà. Et donc on obtenait le produit anti. On l'a déjà refait ce mécanisme plusieurs fois. Donc la liaison qu'on crée ici, c'est celle-ci. Et la liaison qui est rompue, qui reste devant, c'est celle-ci. Voilà. Donc ça, c'était en fait une SN2, hein. C'était sensible à l'encombrement stérique. Et ça allait donc principalement sur le site le moins encombré quand il n'y avait pas équivalence des deux sites, et on avait l'attaque anti et l'inversion de Walden qui suivait. Hein. Alors sur ces époxydes, on peut imaginer d'autres réactions, ce qu'on va voir tout de suite. Hein. Donc, plutôt que de prendre OH- comme nucléophile, on va prendre un nucléophile
carboné, et donc on va prendre dans ce cas-là un organo-magnésien mixte. Alors, la synthèse d'organo-magnésien est au programme de deuxième année, mais on peut quand même s'intéresser à ce réactif. Donc là, d'habitude, le carbone est généralement relié à des halogènes, les oxygènes, et les gens, il est souvent delta+. D'accord. En revanche, si jamais on arrive à inverser la polarité, ça peut devenir sympathique. Et c'est ce qu'on va faire avec du magnésium, puisque le magnésium va être moins électronégatif que le carbone, et donc cette fois-ci c'est le carbone qui est delta+. Donc quand vous avez ce réactif là, RMGX, en fait c'est comme si vous aviez de façon équivalente un R- et un MgX+, enfin surtout c'est le R- qui nous intéresse, d'accord, du fait du delta-, delta+, ici. Et donc si on a ce type de réactif, on peut justement le faire agir sur un époxyde. Et donc, pareil, on va faire une substitution nucléophile bimoléculaire, une SN2, sensible à l'encombrement. Bon, quand vous avez le choix entre deux carbones, puisque là, on aurait le choix entre attaquer ici ou ici, on va attaquer du côté le moins encombré, là où il y a le moins de groupes alkyles. Et donc, on va faire pareil, l'ouverture de l'époxyde. Alors là, il n'y a pas de carbone asymétrique, donc je n'ai pas fait en stéréochimie. Et on obtient donc ouverture de l'époxyde avec formation d'un alcool. Et à nouveau, on a création d'une liaison carbone-carbone, ici, là, très, très intéressante. Voilà pour la synthèse organique. Et voilà. Et donc ça fait partie des grosses stratégies d'allongement de chaîne carbonée et donc de synthèse organique qu'il est bon de retenir. C'est-à-dire que si vous faites des fiches, faites pas simplement vos fiches en recopiant le cours, essayez de restructurer en changeant de thème. Par exemple, plutôt que de faire une fiche par mécanisme, vous pouvez faire après une fiche par produit, par réactif ou par modification. Comme ici, par exemple, essayez de retrouver toutes les réactions du cours où j'ai créé des liaisons carbone-carbone. On a donc vu cette dernière réaction là, l'époxyde plus organomagnésien. On a vu la C-alkylation, passage par un carbanion et SN, et on a vu l'action aussi du cyanure CN-. Voilà. Je vous laisse réorganiser ça, essayer de vous approprier le cours et revoir ces mécanismes.